Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce dernier épisode de notre semaine Baudelaire dans la compagnie des auteurs. Une semaine que nous avons programmée en écho à l'exposition L'œil de Baudelaire qui se tient en ce moment et jusqu'au 29 janvier prochain. C'est au musée de la vie romantique à Paris qui se trouve 16 rue Chaptal dans le 9e arrondissement. Et c'est justement là où nous sommes en ce moment, dans les salles de l'exposition, avec deux de ses commissaires. D'abord Robert Kopp, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'université de Bâle, spécialiste de l'histoire de la littérature et des idées du 19e et 20e siècle, auteur de nombreuses études sur Chateaubriand, Balzac, Victor Hugo, Nerval, les Goncourt, Huysmans, Gide et Baudelaire. Mais oui. Et depuis bien longtemps d'ailleurs, puisque vous êtes l'auteur d'un Qui était Baudelaire aux éditions Skira, c'était en 1969. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai fait quand j'étais encore étudiant. Et d'un Baudelaire plus récent, Le Soleil noir de la modernité, ça c'était en 2004 chez Gallimard, dans la collection Découverte. Exact. À vos côtés, Charlotte Manzini, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en littérature, vous avez donc collaboré au commissariat de l'exposition L'œil de Baudelaire où on se trouve aujourd'hui. Vous êtes pour la suppression du mois de novembre également. Oui, tout à fait, mais c'est juste à cause du ciel gris qui règne ce matin sur Paris. Voilà, on espère que votre revendication sera entendue. On peut peut-être commencer en disant un mot de l'endroit où on se trouve, cette maison Renan-Schaeffer, qui évidemment a une histoire, une belle histoire du romantisme, Robert Kopp. Oui, nous sommes dans le quartier qu'on appelle la Nouvelle Athènes, et qui est un quartier qui est né sous la Restauration et la monarchie de Juillet, et qui a abrité pas mal d'ateliers d'artistes. Non loin d'ici, il y a l'atelier de Gustave Moreau, qui est également devenu un musée, et ici nous sommes dans l'ancien atelier d'Ary Scheffer. Et le lieu est dédié principalement à Georges Sand. Les collections permanentes dans la maison qui sont au fond de la cour sont consacrées à Georges Sand, à Chopin et à son milieu. Donc Baudelaire n'est pas vraiment chez lui, tout en étant chez lui. Il est chez lui pour l'adjectif musée de la vie romantique, puisqu'il s'est revendiqué comme romantique, et nous avons essayé de le montrer aussi dans cette exposition. En revanche, il n'a pas eu une très grande estime ni pour Georges Sand, ni pour Ary Scheffer. Charlotte Manzini. Oui, alors dans les années 1840, au moment où Baudelaire commence sa carrière par la critique d'art, le lieu est essentiellement occupé par Ary Scheffer et c'est son lieu de production artistique. On comprend que Baudelaire n'y ait pas ses entrées puisque après avoir écrit ce qu'il a écrit sur Ary Scheffer, il n'y était pas forcément le bienvenu. Alors c'est-à-dire que Baudelaire exècre la peinture d'Ary Scheffer dans la mesure où pour lui elle rassemble tout ce qu'il dénonce dans sa peinture contemporaine, à savoir l'artifice. Il parle d'Ary Scheffer comme étant un singe du sentiment, quelqu'un qui calcule finalement et cherche à attirer les larmes par l'exploitation de sujets qui sont certes littéraires, mais qui sont traduits dans sa peinture de façon trop sentimentale, ce sont des poncifs d'après lui qui sont là exploités et il voue une haine à Ary Scheffer. En tout cas, c'est l'un des artistes qu'il éreinte le plus dans sa critique d'art, à l'égal de la grande renommée qui est celle de ce peintre à l'époque. Alors il y a un peu de perversité de la part des commissaires que vous êtes d'avoir installé cette exposition Baudelaire dans l'atelier de Scheffer. C'est pas très gentil tout de même. Nous sommes pervers oui. de l'avoir fait. Mais quand même, le musée de la vie romantique, Baudelaire s'est toujours revendiqué comme romantique. Pour lui, Ary Scheffer n'était pas un romantique, un vrai dans ce sens. Delacroix, oui. Ary Scheffer, non. Ne serait-ce que parce que, d'après Baudelaire, il ne maîtrise pas l'art de la couleur, qui est l'une des caractéristiques principales de la peinture romantique. Il associe dans son esthétique la couleur au romantisme, et pour lui, la peinture d'Ary Scheffer reste monocorde, un peu éteinte et un peu ennuyeuse, tout à fait. Alors, racontons peut-être un petit peu le rapport de Baudelaire à la peinture, et peut-être faut-il commencer par dire que Baudelaire, c'est
l'homme, le poète, qui a le culte des images, Robert Kopp. Oui, il a le culte des images. Il n'est pas tout à fait le premier parmi les écrivains à s'intéresser à la peinture. C'est quelque chose qui est né au XVIIIe siècle et le premier qui a écrit des salons, c'est-à-dire des comptes rendus de cette exposition que l'Académie de peinture et de sculpture organisait ou tous les 2 ans ou parfois chaque année, était Diderot. Et Diderot a fait... Qui était son modèle en la matière. Qui était tellement son modèle que, au moment où il a écrit, lui, son premier salon, il a demandé à un ami de le faire mousser un peu et de faire allusion à Diderot. L'ami étant Champfleury, qui a lui-même écrit un salon en 1945 et qui, en rendant compte du salon de Baudelaire dans un petit journal qui est Le Corsaire Satan, fait allusion à Diderot. Mais cet œil de Baudelaire, on dit beaucoup que ça a été sa primitive passion. C'est une citation de Baudelaire même, Charlotte Manzini. Comment le retrouvez-vous dans les poèmes? À quoi peut-on dire que Baudelaire est un poète de l'œil, autant que de l'oreille, mais enfin beaucoup quand même de l'image? Oui, j'oserais même dire plus de l'image que de l'oreille. Je crois qu'il faut oser briser cette espèce d'équivalence entre les deux principales sources d'inspiration de sa poésie. Baudelaire, depuis la figure de son père qui était lui-même peintre, François Baudelaire, jusqu'à ses premiers écrits, finalement, va trouver dans la peinture et dans les images la source d'inspiration, la matière propre, la matière première en quelque sorte de son imaginaire. Et il est frappant de voir comment dans ses poèmes, ce sont des créatures, des images, des mouvements qu'on retrouve qui lui ont été offertes en quelque sorte par la contemplation de la peinture. C'est une poésie qui est visuelle, qui passe par des formes, par des images de façon constante, permanente, à un très haut degré en quelque sorte. Vous n'avez pas un exemple qui vous viendrait en tête, l'un ou l'autre? Nous n'avons que ça, depuis le serpent qui danse jusqu'à la Madone, donc des statues. La passante est elle-même une œuvre d'art avec sa jambe de statue, c'est-à-dire que sans cesse, on pourrait prendre n'importe lequel des poèmes de Baudelaire et même dans les petits poèmes en prose, et on trouverait une inspiration qui est esthétique et principalement picturale. Les phares, qui sont donc ceux qu'il se reconnaît comme étant ses maîtres, sont tous des peintres et des sculpteurs et non pas des écrivains. Finalement, ces guides sont d'abord les premiers artistes auxquels il tend à rendre hommage, ce sont des peintres. Et alors, ce qui est totalement frappant, c'est que quand on lit attentivement le texte de ce poème, qui figure d'ailleurs dans cette salle qui s'appelle Les phares, c'est que les images par lesquelles il caractérise le talent de chacun de ces artistes sont les images de sa propre poésie. C'est-à-dire qu'il y a une forme de confusion, de syncrétisme en quelque sorte entre les tableaux qu'il a en tête au moment où il évoque la peinture et les vers qui sonnent absolument comme des vers baudelairiens. On peut peut-être lire un extrait alors de ce poème, Robert Kopp. Alors il commence par Rubens, fleuve d'oubli, jardin de la paresse, oreiller de chair fraîche où l'on ne peut aimer, mais où la vie afflue et s'agite sans cesse, comme l'air dans le ciel et la mer dans la mer. Léonard de Vinci, miroir profond et sombre, où des anges charmants, avec un doux souris, tout chargés de mystère, apparaissent à l'ombre des glaciers des pins qui ferment leur pays. Rembrandt, triste hôpital, tout rempli d'heures murmures, et d'un grand crucifix décoré seulement, où la prière en pleurs s'exhale des ordures, et d'un rayon d'hiver traversé brusquement. Michel-Ange, lieu vague où l'on voit des Hercules se mêler à des Christ, et se lever tout droit des fantômes puissants, qui dans les crépuscules déchirent leurs suaires en étirant leurs doigts. Etc., etc., jusqu'à Delacroix, lac de sang hanté des mauvais anges, ombragé par un bois de sapin toujours vert, où sous un ciel chagrin des fanfares étranges, passe comme un soupir étouffé de Weber.
il essaye de rendre non seulement la couleur, mais l'atmosphère de ces différents peintres. Parce que la critique d'art de Baudelaire n'a rien à voir avec la critique que ferait un historien d'art ou un esthéticien. C'est une critique toute subjective, c'est une méditation sur la peinture, c'est une poésie faite à partir d'un tableau. Et Baudelaire dit dès le salon de 46 que la meilleure critique d'un tableau, ce serait une élégie ou un sonnet. Et il lui arrive d'insérer dans sa critique même, comme on dit, comme il dit lui-même, des lambeaux rimés qui lui ont été inspirés par ces tableaux. Et non seulement il cite ses propres vers, mais il lui arrive de citer des vers de Victor Hugo, des vers de Gautier. Dans le salon de 46, il cite des vers de Dante, traduits par son ami Fiorentino. Donc il y a un rapport entre poésie et peinture et un passage incessant de l'un et de l'autre. Charlotte Manzini, pour terminer sur l'aspect visuel de Baudelaire, on peut peut-être dire que lui-même dessinait. Peut-être aurait-il pu faire carrière dans cet art-là, après tout. Alors, je ne le crois pas. Très sincèrement, Il dessinait pas bien, Baudelaire ? Alors, il y a quelques exemples de ces dessins, fameux d'ailleurs, dans cette exposition, dont un inédit qu'on pourra découvrir, un autoportrait. Je ne crois pas que ces dessins soient à la hauteur de sa poésie, et en revanche, il nous touche et il nous renseigne sur ce qu'était son œil, précisément au moment où sa main pouvait exprimer ce qu'il voyait. Mais en l'occurrence, sa vraie peinture, elle se trouve dans ses poèmes, et on ne peut pas franchement dire qu'il aurait pu faire carrière comme peintre ou comme dessinateur. Ce qu'il est capable de faire, c'est d'exercer justement un œil très spécifique qui est le sien face à des tableaux ou à des dessins, puisqu'il y a aussi de nombreux dessins de Constantin Guis qui sont ici présentés. Donc il n'avait pas de hiérarchie en ce qui concerne les différents genres artistiques, mais en revanche, sa production personnelle était de l'ordre du croquis, du dessin qui vous échappe en quelque sorte, mais ne pouvait pas, et il ne l'a jamais prétendu, atteindre au rang d'une œuvre d'art comme c'était le cas pour sa production littéraire. Il n'y a pas de travail particulier pour lui, et à aucun moment, même très jeune, ça n'a pas été pour lui une envie. Il n'y a jamais eu d'hésitation. Non, il n'y a jamais eu d'hésitation, mais il pratiquait le dessin comme le faisaient beaucoup de ses contemporains. Si on compare à d'autres contemporains, Victor Hugo par exemple a laissé une production d'abord infiniment moindre et dessiné beaucoup moins bien. Baudelaire a laissé surtout des autoportraits et des caricatures. C'était les deux genres qu'il pratiquait. Alors que Victor Hugo a laissé des visions nocturnes, diurnes, a essayé de traduire ses cauchemars dans des encres et des lavis, et surtout, on a fait énormément. La Compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Alors Charlotte Manzini, c'est peut-être le moment d'expliquer un petit peu comment Baudelaire va décider, très jeune,
pour sortir de l'anonymat, pense-t-il, de faire de la critique d'art, et notamment à propos du salon de 1845. Alors on peut peut-être recontextualiser un petit peu tout ça. Alors, il faut savoir que la vie artistique parisienne au XIXe siècle, et particulièrement dans la première moitié du XIXe siècle, est animée par un événement majeur qui est l'exposition des artistes vivants au Louvre, donc une exposition de peinture contemporaine qui est installée à la place des collections anciennes, au-dessus des collections anciennes, puisqu'elles sont recouvertes de tentures pour qu'on y installe les tableaux qui ont été peints pendant l'année par cette ville-atelier qu'est Paris à cette époque. Le nombre de tableaux exposés est sans cesse croissant, c'est-à-dire que c'est une exposition qui prend des allures gigantesques avec les années. 2332 œuvres en 1845, 2412 en 1846. Et alors, oui. 1 200 000 visiteurs à se presser au Louvre. C'est absolument inimaginable, et je crois que c'est un fait historique aussi, c'est-à-dire un moment où l'art contemporain est populaire, où il y a une forme de rencontre entre la masse, le peuple, l'ensemble de Paris, voire les provinciaux qui viennent à la capitale passent forcément par le Louvre, parce que le salon est gratuit, parce que c'est un lieu de distraction finalement formidable. C'est aussi une atmosphère qui n'est pas l'atmosphère des musées qu'on connaît aujourd'hui, quoique quand on prend des selfies devant la Joconde, c'est un petit peu la même idée. Peut-être qu'on va y revenir, mais en l'occurrence, c'est la cohue, c'est l'endroit où il faut être, c'est chauffé, et c'est particulièrement amusant. Donc on y discute à voix haute, l'ambiance est surchauffée, ça donne la migraine, commentent tous les critiques d'art, parce qu'il est impossible de traverser ces allées du Louvre sans ressortir totalement oppressé par cette ambiance particulièrement bruyante. Et la peinture contemporaine se donne à voir dans des conditions qui sont pour nous aujourd'hui assez inimaginables, puisque ces tableaux sont côte à côte, du sol jusqu'au plafond, juxtaposés sans véritable scénographie, avec l'idée que le critique saura y trouver, y démêler finalement le bon grain de livret, et savoir où sont les pépites, quels sont les peintres qui méritent finalement l'attention des visiteurs. Donc ces visiteurs qui sont très nombreux ont besoin d'être guidés en quelque sorte dans cette exposition foule et totalement chaotique. Et c'est pourquoi durant toute la première moitié du XIXe siècle, va se développer ce genre qui devient proprement en France un genre littéraire, qui est le genre du salon. Baudelaire parle de ces textes en disant que ce sont parfois des guides ânes, parce que effectivement, il s'agit de tenir le visiteur par la main et de lui dire ce qu'il doit regarder parmi cette foule de tableaux ou de sculptures d'ailleurs qui sont exposés au sous-sol du Louvre. Mais le phénomène relève très rapidement davantage d'une forme de caisse de résonance formidable autour de cet événement, qui fait que tous les journaux, plus de 120 comptes rendus du salon de 1845 paraissent dans la presse à cette époque, semaine après semaine, puisque ça prend la forme d'un feuilleton, décrivent ces tableaux, les commentent, se répondent les uns aux autres. C'est un lieu de polémique incessante, c'est-à-dire que véritablement il y a une forme d'actualité brûlante de la peinture contemporaine à cette époque. Une actualité telle que Daumier d'ailleurs en a fait un sujet. Le bourgeois au salon, c'est le sujet de toute une série de caricatures de Daumier. C'est vraiment l'actualité du moment, les discussions devant les tableaux, l'incompréhension de certains spectateurs devant la nouveauté, ou l'envie qu'ont les uns et les autres de se faire tirer le portrait, qui est aussi devenu à la mode. Et donc Baudelaire pense qu'il va pouvoir, je le disais, sortir de l'anonymat en proposant quelque chose de différent par rapport à ce que font les autres, ou en proposant au fond la même chose mais avec son œil à lui. C'est-à-dire en proposant quelque chose d'autre. Il faut dire que pour entrer en littérature, le moyen habituel à l'époque, dans les années 40, c'est le journalisme. Il y a deux disciplines dans le journalisme. C'est la critique de théâtre, par exemple, et Gautier, son ami Théophile Gautier, en a fait énormément, et c'est la critique d'art. Sauf que les grands journaux, les revues importantes, ont leur critique de salon. Donc, personne ne va demander
à un inconnu de faire un salon. Il a essayé Non, on ne sait pas s'il s'il a essayé de placer sa copie dans un grand journal, mais il a publié son premier salon, quasiment à compte d'auteur, dans une petite plaquette. Tiré à 500 exemplaires. Donc, il essaie par tous les moyens d'imprimer son salon et il essaie d'en faire parler, d'où l'invitation lancée à son contemporain et ami Champfleury, parle de mon salon, et dans le Corsaire Satan, qui est une petite feuille de chou, de nouvelles à la main, de potins de théâtre, de potins de la vie culturelle parisienne, etc. Et ça donne quoi alors, Charlotte Manzini, ce salon de 45 de Baudelaire? Alors, c'est un échec absolu, parce alors, que... avant de parler du succès ou de l'échec, il faut parler du texte. Et je pense que je vais parler du texte, mais d'abord, il faut dire que c'est un contresens par rapport au genre que de le publier 1 mois et demi après l'ouverture de l'exposition, c'est-à-dire au moment où l'événement commence à se fatiguer un petit peu, et en dehors de toutes les discussions ou des polémiques, puisque le fait que la brochure soit ainsi imprimée à part, l'extrait en quelque sorte de ce qui pourrait apporter la renommée à Baudelaire. C'est aussi un échec, et après on arrivera peut-être sur l'intérêt du texte, parce que finalement il maîtrise dans cette forme-là un salon qui a quand même un caractère un peu ingrat, un peu aride. On sent la difficulté qu'il a eu à lui donner sa forme, d'où également la publication tardive du texte. Et Baudelaire lui-même reniera en quelque sorte ce premier essai, ce premier exercice de critique d'art, puisqu'à la fin de sa vie, au moment d'établir la liste de ses œuvres complètes, il oublie de faire figurer le titre du salon de 1845. Donc c'est un texte qui n'aura pas été lu à l'époque, qui sera renié en quelque sorte par son auteur, et qui pourtant nous intéresse terriblement, puisque aujourd'hui il nous donne à voir, sans la facilité peut-être d'un texte en prose bien léché ou bien long, de façon très sèche en quelque sorte, l'exercice de son œil, c'est-à-dire ce que tableau après tableau, puisque ce salon prend la forme d'un catalogue, ce que lui inspire. C'est juste une ligne sur un oui, tableau. c'est très succinct, c'est très. On est loin d'une prose comme celle de Gautier qui passait des lignes et des lignes à décrire les œuvres. Il émet un jugement comme ça, un peu lapidaire sur chacune des œuvres qu'il évoque, et c'est ainsi qu'on voit aujourd'hui son œil se former progressivement. Cet exercice, il est brut un petit peu, on en a la connaissance grâce à ce texte, et on comprend que finalement, il cherche à comprendre quels sont les critères qu'il va exercer pendant toute sa carrière de critique esthétique. Et il met au point en quelque sorte un certain nombre de notions qui émergent à peine dans ce premier salon et qui vont trouver leur pleine expression l'année suivante dans un salon, le salon 1846, lui aussi publié à part d'ailleurs et toujours pas dans un journal. Il faut dire qu'à l'entrée du salon, on distribuait aux visiteurs un livret, et qui était simplement la liste des tableaux. Et ces livrets, d'ailleurs, on les a republiés, ce sont des instruments de travail tout à fait remarquables. Et Baudelaire suit, dans son tout premier salon, simplement le livret, en sautant de temps en temps quelques numéros, parce que dans le livret, il y a en effet 2300 numéros. On donne le nom. Parfois, il met voir ci-dessus. Oui. C'est une critique. Et donc, un tableau pas intéressant, il prend ce livret, il le suit, et il retient peut-être un tiers de ce qui est exposé. Et en effet, met parfois une ligne, une expression, et parfois 2 ou 3 pages. Alors avec le recul sur ce qu'il a vu des peintres contemporains de son époque, sur ceux dont il a dit en une ligne que ça ne valait rien, et ceux dont il a un peu développé la critique, est-ce qu'on retrouve aujourd'hui les peintres qui sont passés à la postérité ? Oui et non, c'est-à-dire certains oui. Est-ce qu'il avait bon goût
Est-ce qu'on peut répondre à cette question? Parce que ça suppose que nous ayons bon goût oui, et que notre goût soit le bon. Non, il avait le sien. Alors, certains jugements recoupent les nôtres, ou plutôt les nôtres retrouvent les siens. Et pour d'autres tableaux, il faut dire que si Baudelaire n'en avait pas parlé, il serait sans doute dans le 3e sous-sol d'un musée de province et que personne ne s'y intéresserait. Alors, le peintre le plus important, dit-il, mais ce n'est pas vraiment une originalité à l'époque, pour lui c'est Delacroix. Et il restera toujours le peintre le plus important, du début à la fin. Et il ne démordera jamais. Il dira c'est le plus important de tous les peintres, c'est le plus important non seulement du 19e siècle, mais de toute l'histoire de la peinture, et il en fait un éloge dithyrambique. On dira peut-être encore tout à l'heure un peu plus pourquoi. Charlotte Manzini, sur cette même question, au fond de la cartographie qu'il a fait de la peinture contemporaine de son époque, qu'est-ce qu'on peut garder, Alors, tout d'abord, Robert Kopp a raison de mettre en avant la figure de Delacroix parce que son admiration pour Delacroix va lui donner l'occasion d'établir les critères qu'il va appliquer à l'ensemble des tableaux qu'il sera amené à examiner. C'est-à-dire que ce qu'il apprécie chez Delacroix, il attend de pouvoir le retrouver, en partie en tout cas, chez les autres peintres. Alors, je vois que vous voulez parler de Delacroix tout de suite. Allons-y. Ce qu'il aime chez Delacroix, c'est quoi? C'est la couleur, c'est le fait que c'est très moderne. Qu'est-ce que c'est? C'est que pour lui, c'est l'expression actuelle du beau. C'est-à-dire que Delacroix parvient à réunir l'idée de la beauté et de l'époque dans laquelle il s'inscrit. Il lie finalement cette question de la beauté et celle de la modernité. Pour Baudelaire, c'est là la suprême réussite finalement de son art. Il est l'expression de ce que serait pour lui la peinture romantique, c'est-à-dire celle qui va à son époque. Baudelaire apprécie Delacroix pour toute une série de caractéristiques qui vont de la façon qu'il a d'être capable de peindre la douleur, d'être capable de donner un sentiment moral aux figures qu'il représente, que ces sentiments se traduisent d'abord par une maîtrise de la couleur, de l'harmonie entre les teintes, et que on retrouve l'œil de Baudelaire qui est passionné par la couleur. La couleur vraiment lui fait quelque chose d'extrêmement intense. C'est inimaginable finalement à quel point sa critique d'art s'arrête souvent sur le contraste entre deux tons, que ce soit le rouge et le vert chez Delacroix, qu'il retrouve par exemple dans la peinture de Georges Catlin, qui est pourtant un peintre venu de l'autre côté de l'Atlantique et qui nous rapporte des portraits d'Indiens. Mais parfois aussi c'est un rose et un vert qu'il accroche dans un tableau. Et finalement, ce qui va d'abord guider son œil, c'est la façon que la couleur a d'être aiguë, parfois cruelle, parfois terrible, sanguinaire, dit-il. Il aime quand elle est amère, un peu stridente, et que finalement elle vient déranger ou être finalement à mi-chemin entre la douleur et le plaisir. Et là, on a un bon exemple d'une couleur très intense sur un tableau qui est juste derrière vous, Charlotte Manzini. Ce tableau, le Yucca Gloriosa d'Antoine Chazal. Est-ce que vous pouvez le décrire succinctement et dire ce que Baudelaire en a pensé? Alors, ce tableau est à la fois inattendu, parce qu'il présente une forme de portrait en pied de la plante telle qu'elle est présentée aux spectateurs, qui est invité à un face-à-face avec un yucca qui trône au milieu d'un jardin de Neuilly avec un perroquet à ses pieds. Certains critiques à l'époque qui ont pu en parler s'étaient arrêtés au fait que il y avait une forme de méticulosité dans la représentation des feuilles, dans l'ensemble, voilà, et de naïveté, mais Baudelaire, lui, est charmé par le caractère vrai, saisissant de la couleur dans l'ensemble et de l'atmosphère qui se dégage de ce jardin, qu'il reconnaît comme étant un jardin qu'il aurait pu fréquenter, peut-être enfant, lorsqu'il habitait lui-même à Neuilly avec sa mère. Et il achève son salon de 1845, ou presque, par la critique de ce tableau, dans lequel il
finit par retrouver l'ensemble des critères qu'il attend d'une œuvre, à savoir que cette œuvre n'est pas belle parce qu'elle est finie, elle est véritablement faite, et elle émeut, elle réveille quelque chose dans l'âme du spectateur par la naïveté et la sincérité avec laquelle l'artiste a exprimé une ambiance. Et en même temps, c'est l'exemple d'un tableau qui n'aurait peut-être pas survécu si Baudelaire n'en avait pas parlé. Parce que Pierre Rosenberg l'a retrouvé dans les réserves du Louvre et il l'a fait nettoyer. Il n'était pas exposé et c'est grâce à Baudelaire qu'il a survécu. Parce que Chazal n'a pas vraiment laissé un nom dans l'histoire de la peinture. Ce n'est pas un grand peintre. Et c'est Baudelaire qui a mis en évidence ce tableau. Il était un peu le seul d'ailleurs parmi ses contemporains, car dans ce salon, dans ce premier salon, il a essayé de faire un pas de côté. Il a essayé de dire du bien de certains tableaux que les autres critiques ont négligés, voire dénigrés. Et il a dénigré certains tableaux dont les autres critiques ont dit du bien. C'est une façon de se démarquer par rapport à ses confrères. Et si on regarde bien ce tableau, et on retrouvera ses qualités dans d'autres tableaux également de peintres peu connus comme Pinguy, Laridon, on voit que il y a une sorte de méticulosité dans la peinture. Et au fond, si on regarde le tableau, il est totalement théâtral. Ce n'est pas un jardin naturel. Baudelaire, de toute façon, avait horreur de la nature. D'ailleurs, les couleurs sont presque fluorescentes. Les couleurs sont presque fluorescentes et un peu surréalistes. Et c'est cela qui a attiré Baudelaire, le côté artificiel de ce tableau, cette nature recomposée, cette nature mise en scène. D'ailleurs, le mot d'artificiel, par rapport à Baudelaire, est-ce qu'il ne signifie pas quelque chose? Est-ce qu'il n'y avait pas chez Baudelaire un amour, au fond, de l'artificiel? Parce que l'artificiel est plus beau que la vie, d'une certaine façon. L'artifice est toujours positif. L'art est du côté de l'artefact et de l'artifice. La nature est inintéressante. La nature humaine est marquée par le péché originel. Une femme n'est belle que parce qu'elle combat en elle la nature en se maquillant. Il faut qu'elle se transforme elle-même en œuvre d'art. Et il y a quantité d'anecdotes de l'époque de Baudelaire qui, se promenant dans la rue avec un ami, et cet ami lui dit « Tiens, est-ce que tu as vu passer cette superbe chevelure ?» Et Baudelaire se retourne et répond « Oui, quel dommage que ce ne soit pas une perruque. » Donc c'est la beauté de l'artifice, la beauté de l'artificiel qui le retient, parce que l'œuvre d'art doit ajouter quelque chose à la création. Ce qui existe m'ennuie, dit Baudelaire, il n'y a pas de raison de le reproduire. Donc la création doit ajouter quelque chose, un supplément d'âme, un supplément de beauté à la création qui elle-même est imparfaite. Et si je peux me permettre, cela doit être concilié avec l'exigence de sincérité. C'est-à-dire que ça ne va pas, cet artifice ne contredit pas la naïveté de l'artiste, l'expression sincère de son tempérament. Au contraire, c'est par l'imagination, la façon qu'il a de voir le monde et de le recomposer, qu'il va exprimer ce qu'il est et les sentiments qu'il veut traduire. Un mot pour terminer sur l'année 46. Donc le deuxième catalogue de Baudelaire. Vous disiez tout à l'heure qu'il avait tiré les leçons de l'année 45. Et après, il va s'arrêter de faire ce genre d'exercice. Alors, il reprendra la critique d'exposition en 1855 pour l'exposition universelle et puis en 1859 pour le salon de 1859. Mais finalement, il est vrai que dans cette interruption, on lit très aisément à l'échelle de sa carrière et de son œuvre l'idée que il a établi finalement, il est arrivé à une forme de programme esthétique grâce à ces deux expositions. Il faudrait rajouter l'exposition du Bazar Bonne Nouvelle qui s'intercale entre les deux et qui lui permet d'évoquer Ingres et la peinture des maîtres révolutionnaires, qui va quand même donner un peu de profondeur à sa considération esthétique. Et l'aspect politique, en effet. Oui, tout à fait. Donc ça s'intercale entre les deux et finalement ça
donne un peu de profondeur de champ à l'ensemble de ces théories. Et en 1846, avec ce deuxième salon qui est une forme de bréviaire esthétique, de définition du romantisme, ces idées sont arrêtées et il n'aura pas, contrairement à la plupart des journalistes qui rendent compte du salon annuellement, l'envie de poursuivre sans cesse cette tâche, puisque si ces écrits sur l'art se poursuivront, il les appliquera davantage à la question de la caricature ou à d'autres sujets que aux commentaires un peu répétitifs de l'exposition du Louvre. C'est-à-dire, en 1946, il fait un plan thématique. Il procède par sujet, il regroupe les tableaux, il ne suit plus du tout le livret. Mais en dehors des comptes rendus de salon, Baudelaire a fait, et il n'est pas toujours allé jusqu'au bout, toute une série d'œuvres critiques sur la peinture. Dans les années 40, il annonce à peu près tout ce qu'il va faire par la suite. Sa carrière littéraire est relativement courte, 25 ans, et dans ces 2 premières années sont annoncés un recueil de poèmes qui s'appellera d'abord Les lesbiennes, ensuite Les limbes, et puis finalement Les fleurs du mal. Ces premiers vers remontent aux années 40, il les donne très parcimonieusement à des revues, il les lit devant quelques amis, mais il ne les publie pas. Il attendra son 30e anniversaire avant de publier un groupe de poèmes. Puis, il fait quelques traductions de l'anglais, langue qu'il sait un peu par sa mère qui a été élevée partiellement en Angleterre, et ça donnera les traductions de Poe. Et puis, il annonce, comme il annonce un recueil à paraître, Les lesbiennes, il annonce de la caricature. Il annonce un livre sur la caricature qu'il ne fera pas. Il restera de ce livre 3 fragments, L'essence du rire, un essai sur les caricaturistes français et un essai sur les caricaturistes étrangers. Donc, il va déployer dans les années à venir tous les projets qu'il a annoncés et en partie ébauchés autour de sa 25e année. Il y a énormément de choses à dire. On ne pourra pas voir toutes les salles de cette exposition. On va quand même, du coup, quitter cette première salle intitulée la salle des phares, hein, je crois, Charlotte Manzini, pour aller où? Alors, dans la salle de l'amour, plutôt? Le musée de l'amour. Un musée de l'amour où tout aurait sa place, comme il l'a lui-même rêvé. Et nous avons tenté, dans ce petit boudoir, cette chambre attenante à cette première salle d'exposition principale, de donner forme, en quelque sorte, à ce rêve dessiné par Baudelaire, qui consistait, dans son esprit, à rassembler des œuvres d'art qui auraient toutes un même sujet, ou qui traiteraient le sujet qui est le leur de façon amoureuse. Alors on y va. Ouais. Et c'est dans le salon de 46 qu'il parle de ce musée de l'amour où toutes les formes de l'amour, du plus sublime jusqu'au plus vulgaire, en passant par le plus pervers, auraient sa place parce que toutes les formes de l'amour témoignent du sens de l'infini de l'homme. Et c'est ainsi que, par exemple, cette nymphe très évocatrice de Tassaert, oui, c'est une
nymphe. Oui, il faut la décrire, c'est pas facile. C'est à la fois, à 15h l'après-midi. C'est à la fois trop facile et un peu délicat dans la mesure où cette nymphe qui est couchée sur des draps rouges et verts est en train de s'adonner à un plaisir solitaire tout à fait évident. Donc c'est un nu, une jolie femme qui écarte un peu les jambes, mais le même peintre Tassaert, et c'est l'autre extrême, a également fait des tableaux religieux. Là, ça va mieux là. Ce n'est pas que ça aille mieux, c'est simplement entre ces deux extrêmes que se situent toutes les formes d'amour exposées ici. Et vous les avez placées en face à face exprès. Et on les a placées en face à face exprès parce qu'on voulait largement ouvrir l'éventail, car entre l'amour divin et l'amour terrestre se placent toutes sortes de formes de l'amour. Il y a l'amour saphique. La figure de Sappho est très à la mode dans les années 40. Les lesbiennes étaient la première forme des fleurs du mal. La prostitution est également très en vogue dans les années 40 et connaîtra son apogée. Et lui-même était un grand amateur de prostituées. Et on voit ici cette petite mendiante rousse, un des rares tableaux que nous connaissions de Émile de Roy qui a fait son portrait. Et cette petite mendiante rousse se retrouve dans Les Fleurs du Mal. Et puis toutes les prostituées croquées par Constantin Guise. Et puis les gravures érotiques dont Baudelaire était un grand amateur. Alors, on peut peut-être justement profiter de ces gravures de Constantin Guise pour parler d'un autre livre important de Baudelaire qui est Le peintre de la vie moderne. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit, Robert Kopp ? Dans le premier salon et dans le deuxième, Baudelaire fait l'éloge de Delacroix et il dit c'est l'expression de la grande peinture, de la grande tradition, et il ajoute cette grande tradition touche à sa fin. Delacroix est un peintre d'histoire. C'est un peintre qui cultive le grand genre. Et Baudelaire pose la question, mais quel sera le peintre de la vie moderne? Quel sera le peintre qui représentera le décor de la ville moderne, le costume moderne, qui va nous représenter dans nos bottes vernies et nos cravates, qui va nous peindre dans notre habit noir, cet habit qui est le costume contemporain, qui est à la fois l'habit de l'égalité politique, mais qui est aussi l'habit de ce deuil que nous portons tous. Donc, il cherche dès 45-46 un peintre qui soit le successeur de Delacroix ou son équivalent pour l'époque moderne. Et il ne le trouvera pas. Il ne le trouvera pas, il finira par se rabattre sur Constantin Guise, qui n'est pas un peintre car il n'a laissé aucun tableau. Constantin Guise était un journaliste dans l'ordre de la peinture. Pourquoi ce choix quand même étonnant? Premièrement, il n'y a plus de peintre. Baudelaire était persuadé de vivre une fin d'époque, le mot de décadence est très fréquent sous sa plume, et vivant une fin d'époque, il pensait que peut-être Les Fleurs du Mal étaient également le dernier recueil de la grande tradition poétique. Il n'y a pas de recueil qui fasse davantage écho à toute la poésie française depuis la Renaissance. Il y a des échos à des vers de Ronsard, de Du Bellay, de Théophile de Viau, de beaucoup d'autres. Donc c'est comme une sorte de chambre de résonance de toute l'histoire de la poésie. Après, il fera de la poésie en prose, qui est une sorte de réécriture de la poésie en vers et de caricature pour partie de la poésie en vers. Il n'y aura plus de peinture. Est-ce que la peinture va être remplacée par la caricature? C'est une question qu'il se pose. Et il pense que la caricature, considérée comme un genre mineur, en réalité est un genre majeur pour son époque.
c'est un intérêt pour la culture populaire, Non, pour dire ce n'est quelque pas chose du d'un tout- peu anachronique? Non, pas du tout un intérêt pour la culture populaire. Une recherche presque désespérée de représentation de la vie contemporaine. Et cette représentation de la vie contemporaine, il ne la trouve que dans la caricature, par exemple de Daumier, dont il dit c'est l'équivalent de Balzac. Il trouve cette représentation de la vie contemporaine dans le roman. Et il voudrait que quelqu'un soit le Balzac de la peinture, fasse revivre par le pinceau, par la couleur, par le dessin, le Paris, non pas des années 40, 30 ou 20 comme Balzac, mais le Paris d'Haussmann, celui qui est le contraire du Paris de Balzac, la ville moderne, la ville qui explose, la ville qui est un gigantesque chantier où on perd ses repères. Alors ça, c'est la question de la modernité dont on a pas mal parlé déjà dans cette série. Pour revenir sur le peintre de la vie moderne, Charlotte Manzini, j'aimerais vous lire les premières lignes de ce... C'est un essai, on appelle ça un Oui, essai? tout à fait, oui. Il y a dans le monde, et même dans le monde des artistes, des gens qui vont au musée du Louvre, passent rapidement et sans leur accorder un regard devant une foule de tableaux très intéressants, quoique de second ordre, et se plantent rêveurs devant un Titien ou un Raphaël, un de ceux que la gravure a le plus popularisé, puis sortent satisfaits, plus d'un se disant « je connais mon musée ». Donc, il y a aussi une vision C'est cruel critique aussi et pour cruelle. aujourd'hui, non C'est aussi cruel pour aujourd'hui, mais sans doute de tout temps. Il y a aussi une vision sur la société, évidemment, dans ce texte, une vision qu'on pourrait qualifier peut-être d'élitiste. Vous pouvez d'abord répondre sur ce point. Et puis après, il y a aussi une définition de ce que c'est que le beau. Donc ça excède simplement la critique, au fond, d'un peintre qui serait Constantin Guis. Oui, Baudelaire déteste l'idée du passage obligé, de l'admiration forcée, et peut-être que dans ces détestations picturales, il y a un certain nombre de provocations et d'envie de ne pas mêler sa voix à celle des autres pour faire entendre la sienne de façon discordante. Il a toujours beaucoup de sympathie pour les petits maîtres, les artistes mineurs, et refuse l'idée d'une hiérarchie des genres picturaux qui s'imposerait avec des figures qu'on ne pourrait qu'aimer ou qui devraient nous forcer à l'admiration. Il va sans cesse essayer de défendre ce qui pour lui relève proprement du beau et surtout de la modernité chez des artistes mineurs. Et effectivement, lorsqu'il parle de Daumier, par exemple, qui pourrait être un vrai prétendant au titre de peintre de la vie moderne pour Baudelaire, on sent son envie de réhabiliter derrière ces feuilles volantes, toutes ces petites gravures, ces estampes qui fleurissent dans les journaux mais qui ne durent pas. Il les sent plus à même d'attraper quelque chose de l'esprit de l'époque, l'esprit de son temps, et les sent en phase avec la vie qui est la sienne, celle d'un passant éternel, et elles adoptent bien la forme de l'éphémère, elles nous disent quelque chose d'un moment, d'un instant, et c'est là que lui-même est capable ou aime à se dire que le beau peut s'exprimer. C'est-à-dire que dans sa conception de la beauté, il est vrai que l'admiration forcée face à un grand maître des temps anciens, finalement, ne l'intéresse pas tant que ce que chacun de ses témoignage, aussi minime soit-il, peut lui révéler de sa propre époque, qui est finalement ce qui l'intéresse. Ensuite, la beauté pour Baudelaire, elle est relative, j'ose le dire, c'est-à-dire que c'est dans l'œil du spectateur que se fait l'intérêt du tableau. Mais ce qu'il n'aime pas, c'est justement qu'on regarde une gravure qui est dans le journal et qu'on se dise, puisque le journal me dit d'aimer Titien, je vais aller admirer Titien. Ah oui, alors ça, et de même que dans l'écriture de sa critique d'art, finalement, il prend le contre-pied presque systématiquement
des principes qui voudraient que tel artiste dût absolument être admiré. Ce qui vraiment relève pour lui, c'est que son esthétique, c'est une esthétique de la perception, c'est-à-dire que l'intérêt du tableau, c'est ce que il va être capable de réveiller chez le spectateur. La beauté, finalement, c'est l'œil de celui qui le regarde qui va être capable de la saisir. Et ce faisant, il peut balayer les différences entre peinture, estampe, puisque cette beauté, on peut la retrouver dans toutes sortes d'œuvres très différentes, avec évidemment, on le sent, le petit plaisir à ériger en modèle des gravures ou des dessins qui sont à peine des esquisses. Et dans la citation que vous avez lue, il y a évidemment d'abord une satire de la culture bourgeoise du best-of, c'est-à-dire de vouloir faire un petit catalogue et de dire voilà le bagage culturel minimal est celui-ci, il faut donc avoir un certain nombre d'admirations. Ce qui est drôle, c'est qu'il ne savait pas que 150 ans plus tard, 100 ans plus tard, même 50 ans plus tard, dans le bagage culturel minimal de la littérature française, il y aurait Charles Baudelaire. Et qu'au fond, beaucoup de gens qui lisent Charles Baudelaire pensent tout connaître de l'histoire de la littérature. Oui, il y pensait quand même, parce que il avait tout à fait conscience de sa valeur, même s'il n'était peut-être pas reconnu comme un grand poète par les critiques contemporains, à commencer par le plus important de ces critiques qui était Sainte-Beuve, qui n'a jamais fait un article important sur les fleurs du mal. Un article apparemment au moment de son entrée, de sa candidature un peu baroque à l'Académie. Oui, mais c'était cette candidature baroque qui a donné à Sainte-Beuve l'occasion de consacrer quelques lignes à Baudelaire. Mais il n'y a jamais eu le grand article. Donc Baudelaire avait malgré tout à fait conscience de sa valeur, car il existe des lettres à des amis et à sa mère où il dit « Je suis persuadé que mes vers feront leur chemin devant la postérité, tout comme les vers de Victor Hugo, de Théophile Gautier ou de Byron. » C'est-à-dire, il cite parmi les plus importants. Il pense qu'il restera. Ceci dit, en effet, il n'a pas eu de chance de son vivant quand il a publié ses premiers vers dans la Revue des Deux Mondes en 1855. Non seulement la rédaction ou le rédacteur en chef Bulloz a fait accrocher au titre une petite note pour dire que la revue étant extrêmement ouverte aux tendances nouvelles s'honorait de publier les essais poétiques d'un jeune auteur, mais que c'était pas pour autant qu'on voulait recommander aux poètes de suivre cette voie. La critique de l'époque parlait de poésie, de charnier et d'abattoir. Et en même temps, on publiait en 55 un recueil de poèmes modernes, de chants modernes de Maxime Ducamp, et le même critique qui parlait de poésie de charnier et d'abattoir portait au nu ces chants modernes de Maxime Ducamp qui exaltaient le chloroforme, le gaz, la vapeur, et il y a même un poème consacré à la locomotive. En 3 secondes, Charlotte Manzini, la part de la production de critiques de Baudelaire dans son œuvre, est-ce que pour vous c'est très important ou est-ce que ça reste quelque chose d'annexe ? Alors, contrairement à ce qu'on a parfois pu écrire, il est évident que ce qui domine l'œuvre de Baudelaire, c'est, à mes yeux, ses textes poétiques, et que ces écrits sur l'art viennent en quelque sorte conforter la connaissance qu'on peut avoir ou la compréhension qu'on peut avoir de l'homme et de sa poésie. C'est-à-dire que c'est une voie d'entrée parallèle, secondaire, annexe en quelque sorte, mais qui nous donne accès à son jugement, à son regard, à sa perception, à son esthétique, et qui peut forcément répondre à certaines de nos interrogations quand on lit les poèmes. C'est-à-dire que finalement, l'envie de comprendre sa critique d'art est suscitée, vient de la grande nécessité qu'on a à la fin de la lecture des Fleurs du Mal de connaître mieux cet homme qui nous est si proche. Merci beaucoup à vous deux. Et puisque c'est quand même à la fin la poésie qui est le plus important, Je vous contredirai totalement. On a
a beaucoup trop focalisé sur les fleurs du mal. Nous avons mis dans la dernière salle la première édition des œuvres complètes de Baudelaire, 7 volumes, qui vous donne à peu près les proportions. C'est pas une question de volume. C'est une question de volume aussi et une question d'influence. Sur les 7 volumes, il y a 3 volumes de traduction de Poe. Pourquoi? Parce que Baudelaire considérait que ça faisait partie de ses œuvres. Il y a 2 volumes de critique et il y a un volume consacré au paradis artificiel et aux poèmes en prose, et il y a un seul volume consacré à la poésie. Et je pense que ces proportions ne sont pas inintéressantes parce que l'influence que Baudelaire a eue à travers sa critique, à travers ses autres écrits, je pense est plus importante encore que l'influence qu'il a eue par les fleurs du mal. Voilà, et ça sera vraiment le mot de la fin, et on va écouter de la poésie maintenant avec Jacques Bonafé sur France Culture. Bonjour, Baudelaire toujours, pour sa modernité, post-modernité. Le monde va finir. La seule raison pour laquelle il pourrait durer, c'est qu'il existe. Texte en prose, tiré d'une fusée. Le monde va finir, la seule raison pour laquelle il pourrait durer, c'est qu'il existe. Que cette raison est faible comparée à toutes celles qui annoncent le contraire, particulièrement à celle-ci. Qu'est-ce que le monde a désormais à faire sous le ciel? Car en supposant qu'il continuât à exister matériellement, serait-ce une existence digne de ce nom ou du dictionnaire historique? Je ne dis pas que le monde se réduit aux expédients et aux désordres bouffons des républiques du Sud-Amérique, que peut-être même nous retournerons à l'état sauvage et que nous irons à travers les ruines herbues de notre civilisation chercher notre pâture, un fusil à la main. Non, car ce sort et ces aventures supposeraient encore une certaine énergie vitale, écho des premiers âges. Nouvel exemple et nouvelle victime des inexplorables lois morales, nous périrons par où nous avons cru vivre. La mécanique nous aura tellement américanisé, le progrès aura si bien atrophié en nous toute la partie spirituelle, que rien parmi les rêveries sanguinaires, sacrilèges ou antinaturelles des utopistes ne pourra être comparé à ces résultats positifs. Étonnants voyageurs, quelles nobles histoires nous lisons dans vos yeux profonds comme les mers. Montrez-nous les écrins de vos riches mémoires, ces bijoux merveilleux faits d'astres et d'éther. Nous voulons voyager sans vapeur et sans voile, faites pour égayer l'ennui de nos prisons, passer sur nos esprits tendus comme une toile vos souvenirs avec leur cadre d'horizon. Dites, qu'avez-vous vu ? Nous avons vu des astres et des flots, nous avons vu des sables aussi, et malgré bien des chocs et d'imprévus désastres, nous nous sommes souvent ennuyés comme ici. La gloire du soleil sur la mer violette, la gloire des cités dans le soleil couchant, allumait dans nos cœurs une ardeur inquiète de plonger dans un ciel aux reflets alléchants. Les plus riches cités, les plus grands paysages, jamais ne contenaient l'attrait mystérieux de ce que le hasard fait avec les nuages, et toujours le désir nous rendait soucieux. Ai-je besoin de dire que le peu qui restera de politique se débattra péniblement dans les étreintes de l'animalité générale et que les gouvernements seront forcés pour se maintenir et pour créer un fantôme d'ordre de recourir à des moyens qui feraient frissonner notre humanité actuelle, pourtant si endurcie? Alors le fils fuira la famille, non pas à 18 ans, mais à 12, émancipé par sa précocité gloutonne, il la fuira non pas pour chercher des aventures héroïques, non pas pour délivrer une beauté prisonnière dans une tour, non pas pour immortaliser un Galata par de sublimes pensées, mais pour fonder un commerce, pour s'enrichir, et pour faire concurrence à son infâme papa, fondateur et actionnaire d'un journal qui répandra les lumières et qui ferait considérer le siècle d'alors comme un suppôt de la superstition. Ô mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre, ce pays nous ennuie, ô mort, appareillons, si le ciel et la mer sont noirs comme de l'encre, nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons, verse-nous ton poison pour qu'il nous réconforte, nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau, plonger au fond du gouffre, enfer ou ciel, qu'importe, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Voilà Jacques Bonafé qui lisait Baudelaire pour accompagner cette semaine consacrée
Au poète des Fleurs du Mal, une semaine que vous pouvez d'ores et déjà podcaster ou bien réécouter directement sur le site internet de la Compagnie des auteurs, qui est hébergé évidemment par le site de France Culture. Et je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent venir visiter l'exposition L'œil de Baudelaire jusqu'au 29 janvier au musée de la vie romantique à Paris. C'est 16 rue Chaptal dans le 9e arrondissement. Cette émission était réalisée par Laurence Millet. À la prise de son aujourd'hui, c'était Georges Thau. Et à la préparation, comme d'habitude, Corinne Amar, Didier Pinoine, Vanessa Prévost et Eva Le Sceau. La semaine prochaine, c'est à celui qui inaugurera la fonction de ministre chargé des Affaires culturelles que nous nous intéresserons. J'ai nommé bien sûr l'écrivain et chasseur de trésors au Cambodge, André Malraux. Mais tout de suite, vous avez rendez-vous avec Nicolas Martin. C'est la méthode scientifique. Très bon après-midi à toutes et à tous à l'écoute de France Culture.